Ok. Bon, bah, bonsoir à tous. Du coup, comme le disait Hugo, moi je vais vous faire une présentation sur les tests unitaires, la couverture de code, le tout en Kotlin et avec Koin. Alors, je ne sais pas trop si on dit Koin, si on dit coin, si on dit coin. Je ne sais pas. Coin? Coin, voilà, bah, les coins, c'est bon. Du coup, je vous explique un peu le contexte de cette présentation. Au cours de ma mission freelance pour La Poste, j'ai été amené à travailler sur une librairie, donc un projet de A à Z, donc c'était super intéressant, qui a duré quelques mois. C'était une librairie de sécurisation des utilisateurs La Poste. Et donc, pour cette librairie, j'ai décidé de mettre en place des tests unitaires, de la couverture de code et donc de l'injection de dépendance avec Coin. Et donc, c'est dans ce contexte que je vous présente ça. C'est un peu un retour d'expérience sur, disons, sur quelques semaines de tests unitaires. Mais ça fait pas de moi, du coup, un expert des tests unitaires, ni de Coin et tout ça. Voilà. Donc, il y a peut-être d'autres experts dans la salle qui pourront éventuellement répondre à des questions. Alors, au programme de cette présentation, je vous ferai une petite intro sur les tests unitaires, très rapide. On va parler ensuite de différents outils. Mockito, PowerMock, Coin, Jacoco, et puis donc l'apéro, mais bon, ça a déjà commencé, a priori. Donc, l'introduction. La pyramide du test, qu'est-ce que c'est? Alors, donc on retrouve cette pyramide ici. Cette pyramide est composée d'une base qui sont les tests unitaires. Au-dessus de cette base, on a ce qu'on appelle les tests d'intégration, et au sommet de la pyramide, les tests d'UI. Donc, pourquoi la pyramide, elle a cette forme de pyramide? Parce que les recommandations donc, officielles de Google, c'est d'avoir, en gros, 70% de tests unitaires, 20% de tests d'intégration et à peu près 10% de tests d'UI ou d'UX. Donc les tests unitaires, ils sont indépendants des plateformes de production et du framework Android. Et on va, dans ces tests unitaires, faire des mocks des principaux composants. Donc si vous n'avez pas entendu ce que c'était si vous savez pas ce que c'est qu'un mock, je vais en parler juste après. Les tests unitaires sont en général rapides parce qu'ils sont exécutés sur la machine virtuelle Java. Soit. Les tests d'intégration vont, comme leur nom l'indique, intégrer un ou plusieurs composants. Ils vont être exécutés principalement sur un émulateur ou sur un device physique. Et ensuite, les tests d'UI, donc qui eux aussi sont instrumentalisés, donc les tests d'intégration aussi sont instrumentalisés. Les tests d'UI, là, l'objectif, c'est de faire une vérification du parcours utilisateur, donc en termes d'UX. Ça, c'est également des tests qui vont être longs, parce qu'ils vont être exécutés sur un émulateur ou un device physique, et peut-être nécessiter une intervention de l'utilisateur ou du testeur, quoi. Et donc ce soir, on va se concentrer principalement sur les tests unitaires, parce que si on devait tout parcourir, ça pourrait durer des heures et des heures. Donc pour cela, je voudrais vous présenter donc, un outil qui s'appelle Mockito. Mockito, c'est un framework open source qui permet donc, un peu comme son nom l'indique, de faire des mocks des objets qu'on va vouloir tester. Mais avant ça, je voudrais faire quand même un petit point sémantique en termes au niveau des tests. Donc, quelle est la différence, par exemple, entre ces quatre types dummy, fake, stub et mock? Alors, un dummy, c'est un objet qui n'est pas utilisé et qui permet tout simplement de remplir les paramètres d'une fonction. Ensuite, un fake, c'est un objet qui a une implémentation qui est fonctionnelle, mais qui va utiliser un code raccourci. Par exemple, on pourrait considérer une base de données, on pourrait essayer de la mettre en mémoire, et du coup, ça fait un fake. Et un stub, donc un stub, c'est un objet qui a des réponses qui sont préprogrammées sur certains appels, généralement, mais par contre, cet objet ne va pas forcément répondre à tous les appels. Donc certaines méthodes de la classe vont, par exemple, retourner nul au lieu de retourner une valeur. Et enfin, un mock. Donc un mock, c'est un peu un terme générique.
Et de ce que j'ai compris, c'est un terme générique qui peut englober les 3 termes précédents. Donc en gros, c'est un objet qui a des attentes préprogrammées. Et donc le mock dans un projet par exemple qui serait en TDD, donc TDD Test Driven Development, un mock c'est un objet qui a des attentes qui sont des specs fonctionnels. Donc la première méthode du framework Mockito qui peut être intéressante, c'est la méthode verify. Cette méthode, elle permet de vérifier, comme son nom l'indique, qu'une méthode a été bien exécutée. Donc là, voilà un exemple. Donc ici, on construit un mock à partir d'une interface, en fait. Donc c'est tout à fait possible. Donc on construit un mock à partir d'une liste. Et ensuite, l'objet qu'on va vouloir tester, on va lui passer cette liste en paramètres. Dans l'objet qu'on teste, on utilise la liste et on va effectuer des actions sur cette liste. Par exemple, on va faire un add et un clear ensuite. Dans notre test, on peut vérifier que ces méthodes ont bien été exécutées. Donc là, on vérifie que add a bien été appelé avec le paramètre one. Donc le verify utilise bien le paramètre. Et on vérifie ensuite que la liste a bien été appelée avec le paramètre clear. Donc si jamais dans notre méthode de test, c'est dans la méthode que l'on teste, la liste n'a pas été appelée avec ces paramètres, ici le test va fail. Et donc la deuxième utilisation de Mockito, ça va être de programmer des réponses, donc de créer des stubs. Donc là, les mots-clés, c'est when et then. Donc ici, on construit une liste à partir cette fois-ci d'une implémentation concrète, pas à partir d'une interface, mais ça ne change pas grand-chose. Et donc, le stub que l'on va mettre en place, il se lie assez facilement. When mockedList.get de 0, donc là, c'est quand on va effectuer l'appel sur la méthode get avec l'argument 0. Then return, mais là, on fait un stub, en fait, et donc on va return, par exemple, first. Donc, si jamais on teste, quand on va faire ça, on va retourner first. Par contre, si jamais on appelle la liste avec un autre argument que celui qu'on a préprogrammé ici, ça va retourner nul. Alors là, vous l'avez peut-être constaté, mais du coup, c'est du Java ici. En Kotlin, du coup, le when, il existe déjà. C'est ce qui nous permet de faire l'équivalent du switch en Java. Donc, si jamais on voulait utiliser ça tel quel, on serait obligé de mettre ces caractères qui sont très difficiles à faire. Enfin, sauf sur les Mac, peut-être. En tout cas, sur Windows, il faut faire alt-greu, machin. Et donc, pour ça, je vous propose simplement de créer une fonction qui s'appelle par exemple whenever. Cette fonction-là, le contenu que j'ai utilisé ici, c'est exactement le contenu de la méthode when. J'ai juste renommé la fonction. Au cours de l'avancement du projet, au niveau des tests, en général, on rencontre des soucis, on va sur Stack Overflow, et les premières réponses qu'on trouve, c'est utiliser PowerMock. Alors, par exemple, si vous souhaitez, par exemple, tester des singletons, c'est pas possible avec Mockito, c'est pas possible simplement. Donc, on va vous proposer d'utiliser PowerMock. Alors, les avantages de PowerMock, c'est que ça permet de tester du code qui est dit intestable. Par exemple, on va pouvoir tester des méthodes privées, on va pouvoir tester des méthodes statiques, des singletons. Par contre, l'inconvénient, c'est que PowerMock utilise les API publiques de Mockito. Donc, il va y avoir une table des versions entre Mockito et PowerMock. Cette table, elle est ici. Si vous utilisez par exemple la 1.7 de PowerMock, vous serez obligé d'utiliser au maximum la 2.8. Enfin, non, c'est pas au maximum, vous êtes obligé d'utiliser cette version de Mockito. Or, le problème, c'est que le développement de PowerMock est quand même plus lent que celui de Mockito. Du coup, on peut se retrouver à utiliser une version récente de PowerMock et pourtant une version ancienne de Mockito. Également, sur PowerMock, il y a moins d'exemples, donc c'est pas forcément, moi je pense en tout cas, c'est pas forcément une bonne solution. Du coup, si on voulait moquer un singleton, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Donc c'est pour ça que je vous propose de voir maintenant comment ça fonctionne avec Coin, on a dit. Voilà, c'est ça.
Donc Coin, c'est également un framework qui permet de faire de l'injection de dépendances. Pour ceux qui connaissent Dagger, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce qu'il faut que je fasse du Coin? Est-ce qu'il faut que je fasse du Dagger? Alors, les premières réponses en général qu'on trouve, c'est en termes de performance, quelle est la différence? Ici, on a le nombre de lignes de code avant compilation et après compilation. Et on constate que Dagger, du coup, après compilation, a à peu près 600 000 lignes de code, alors que Coin, il y en a à peu près 300 000, donc 2 fois moins. Donc en fait, Coin, c'est effectivement un framework qui est vraiment très léger comparé à Dagger. Et donc, un autre avantage de Coin, c'est le temps d'apprentissage et la complexité de la mise en place du framework. Et donc, je pense que, enfin, c'est même certain, Dagger, le temps d'apprentissage est vraiment beaucoup plus important. Ce qui peut d'ailleurs vous rebuter à commencer à essayer de passer sur Dagger, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai jamais franchi le pas, quoi. Par contre, en utilisant Coin, on va le voir juste après, c'est vraiment très très simple. Donc, si vous voulez un peu plus d'infos sur Coin versus Dagger, je vous mets un lien ici. Et puis, donc c'est un post qui décrit pas mal de différences. Donc, comment on fait pour injecter donc avec Coin? Donc, on a une méthode inject qui est une extension de fonction lazy sur une interface qui s'appelle component callback. Cette interface, c'est une interface du framework Android. Juste pour information, qu'est-ce que c'est cette interface component callback du framework Android? Donc, on va partir du plus bas. On a Compat Activity qui implémente, qui étend de fragment activity, qui étend de base fragment activity 16, qui étend lui-même de fragment activity 14, qui étend de support activity, qui étend d'activity, qui implémente cette fois-ci component callback 2, qui étend de component callback. Donc, component callback, en gros, c'est une interface, pour faire plus simple, qui englobe toutes les activities, les services, applications et content provider. Voilà. Donc, si vous utilisez ces quatre classes, vous aurez accès à la méthode inject. Concrètement, comment on fait pour injecter? On va prendre un exemple. On a deux classes ici. Une classe contrôleur qui prend un paramètre, un service, business service. Tout simplement. La première chose à faire, c'est qu'on va déclarer un module, donc un module Coin. Ce module ici dans ce module, on va déclarer donc deux composants qui vont être déclarés avec single. Single, ça signifie que ça va être des singletons. D'accord? Donc, on va déclarer un single sur contrôleur et un single sur business service. Ici, get, c'est une méthode du framework Coin qui va récupérer, comment expliquer ça? Qui va récupérer une instance. Et donc là, l'instance, c'est un type business service. Donc, Coin va tout de suite savoir qu'il faut récupérer l'instance de business service ici. Si on voulait ne pas avoir de singleton, on pourrait très bien décider qu'à chaque appel, à chaque injection de ces composants, on voudrait recréer une nouvelle instance et ne pas avoir de singleton. On pourrait ici utiliser le mot-clé factory qui nous permet de recréer à chaque fois un nouveau composant. Et ensuite, dans notre fichier, dans notre classe application, on va démarrer Coin. On fait un start Coin et on va charger ici les modules. Tout simplement. Donc là, j'ai une activity. Donc on a deux possibilités pour récupérer, pour injecter nos composants. On peut donc soit faire un inject, donc, qui est un lazy donc avec Kotlin. Donc un lazy, c'est quoi, juste pour rappel? C'est le fait qu'on initialise la variable la première fois qu'on y accède dans le code.
Donc cette variable n'est pas initialisée au moment où on instancie l'activity. Elle va être initialisée la première fois qu'on accède à cette variable. Donc je disais, on a deux possibilités, soit avec inject, soit avec get. Donc c'est le même get qui est ici. Et le get, en fait, ça récupère juste l'instance à ce moment-là. Donc comment tester maintenant? Donc on retrouve la même configuration donc avec nos deux classes. Sauf que comme on fait des tests unitaires ici, l'objet, enfin la classe application n'est pas chargée. Donc on va pas charger coin, et on va pas charger les modules de la même manière. Mais au final, ça tombe bien. Donc là, par exemple, j'ai un test simple, d'accord, simple test, qui contient une fonction, là, une fonction de test, myTest. Dans cette fonction, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va déclarer des modules de test, donc test module. Donc on retrouve un peu ce qu'on avait déclaré ici, sauf que là, j'ai une différence, c'est qu'au lieu de créer une instance de business service, on va créer un mock de business service. Ensuite, de la même façon qu'on le faisait dans l'objet application, enfin dans la classe application, on démarre coin. Et ensuite, on récupère notre business service ici. Donc là, comme je le disais, c'est un mock. Donc derrière, une fois qu'on a récupéré ce mock, on va faire des stubs ce mock. Donc whenever, donc parce que là on est en Kotlin, ma méthode, then return, etc. Donc ça c'est intéressant puisque plus loin, dans notre test, quand on va donner ce service à la classe qu'on va vouloir tester, par exemple, la classe, elle va utiliser ce service et elle va utiliser les stubs qu'on aura mis en place. Voilà. Donc, Coin nous fournit d'autres librairies. Donc ici, ça c'est toute la partie core. Donc on a Coin pour Kotlin avec... voilà, ça c'est la base. Ensuite, on a Coin Extended avec des fonctions expérimentales. Coin pour les tests unitaires, Coin pour Java. Pour Android, on a aussi un Coin spécifique. Et on a aussi un Coin spécifique à ViewModel. Je ne l'ai jamais utilisé. Et enfin, on a aussi Coin pour Cator. Juste petite parenthèse, Cator, moi je ne connaissais pas jusqu'à l'Android Maker qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc Cator, c'est un framework qui nous permet de coder un back-end dans Kotlin. Donc à l'Android Maker, on a eu une super présentation. Donc si vous voulez la revoir, je vous invite. Elle était vraiment sympathique. Voilà. Donc le dernier point de la présentation, c'est la couverture de code avec Jacoco. Jacoco, ça veut dire Java Code Coverage. Voilà, donc c'est un outil pareil, open source, qui se présente pour nous Android sous la forme d'un plugin Gradle et qui permet donc de mesurer et d'afficher la couverture de code. Donc ça, c'est par exemple c'est un rapport que peut générer Jacoco. Donc le rapport à gauche, on voit ici la liste des classes de mon application qui ont été testées. Ça, c'est la première colonne. La deuxième colonne, c'est on voit la couverture de code sur les instructions. Alors, une instruction, c'est quoi? Une instruction, c'est une ligne au niveau du bytecode Java. Donc, chaque ligne est une instruction. On voit ici que mon application elle a à peu près 4500 lignes. Et donc, elle est couverte à 87%. Et la troisième colonne, donc, ce sont les branches. Les branches, c'est une branche donc, qui est générée à chaque fois qu'on a un if. Ça va générer des branches. Un if, au minimum, ça génère deux branches. If true ou if false. Donc là, on a deux branches. C'est-à-dire que dans les tests, il faut qu'on teste toutes les branches, toutes les possibilités. Mais un if peut avoir beaucoup plus de branches. Ça peut aller jusqu'à 4 ou 8, j'en sais rien. Donc on voit ici que j'ai une couverture de branches qui est un peu moins bien, quoi. Donc si jamais on affiche une classe en particulier, on va avoir donc un rapport assez détaillé sur chacune des lignes. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc en jaune ici, ce sont les branches qui ne sont pas évaluées. Donc on voit par exemple que ce if ici a 4 branches. Et en réalité, oui, il en a 4 parce que value peut être nul ou pas. Et isBlank peut être true ou false. Donc 4 branches. Et on voit que j'en évalue qu'une sur 4. Et la seule que j'évalue, du coup, c'est l'ensemble égal à true.
En vert, c'est les instructions qui sont couvertes. Donc là, ça c'est OK, c'est tout ce qui a été fait correctement, tout ce qui a été testé correctement. Et en rouge, bah, c'est les instructions sur lesquelles on ne passe pas dans les tests. Donc là, par exemple, dans mon test, j'ai pas généré l'exception. Donc c'est quelque chose qui nous indique et c'est vraiment très clair. Donc ces rapports, ils sont assez instructifs sur comment améliorer sa couverture de test. Par contre, au niveau de la config Gradle, j'ai un peu lutté. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'au niveau des dépendances, il faut utiliser au minimum, au minimum, oui, c'est quand même mieux, la 0.8.3, parce que Kotlin génère beaucoup de code, et donc c'est du code qu'il ne faut pas tester. Et Jacoco, à l'origine, n'est pas forcément prévu pour Kotlin. Donc, Jacoco, si on est sur des versions inférieures, va considérer que du code généré par Kotlin doit être testé alors qu'on ne peut pas le tester. Et donc, à partir d'une certaine version, donc là, la 0.8.2 ou la 0.8.3, il va filtrer le code généré pour éviter d'avoir une couverture de test qui soit inférieure. Donc ensuite, au niveau de notre build.gradle, l'application, on applique le plugin. Et là, ça c'est un exemple que j'ai trouvé que je trouve intéressant. On va définir un build type dédié pour les tests. Donc là, for test, qu'on va initialiser avec le build type debug. On indique ensuite que ce build type doit être utilisé pour les couvertures de tests. Et à la fin, on indique que ce build type aussi doit être utilisé pour les tests. Ensuite, on crée une tâche Gradle, que j'ai appelée Jacoco Test Report. Cette tâche, elle va dépendre de deux autres tâches Gradle. Donc, elle va dépendre de la tâche de test unitaire. Il faut déjà faire les tests unitaires pour avoir la couverture. Et ensuite, elle va dépendre de la tâche Coverage Report. Donc là, c'est pour générer le rapport de test. On peut ici choisir d'avoir en sortie du XML et du HTML. Alors, le XML, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir, mais en tout cas, le HTML, c'est le rapport qu'on a vu tout à l'heure. Et donc la partie intéressante, c'est ces trois variables ici qui sont utilisées sur les trois fonctions, les trois méthodes qui sont là. Donc ces trois variables, le file filter, ça permet d'exclure certains fichiers. Donc ça, c'est le truc par défaut en général. Kotlin class. Donc c'est là où j'ai un peu galéré, mais bon, maintenant je me dis que c'est pas si compliqué en fait. Kotlin class, c'est juste que dans les exemples, c'est prévu pour Java. Donc on se retrouve ici à avoir un chemin avec Java class. Or, il n'y a rien là-dedans, si on fait du Kotlin. Par contre, Kotlin source, c'est dans /Java, parce qu'Android Studio, par défaut, va générer une arborescence /Java. Donc voilà, il faut vraiment que ça dépende de votre arborescence, quoi. Parce que si jamais on se plante là-dessus, en gros, on a une couverture de 0% et on ne comprend pas pourquoi. Voilà, donc pour aller plus loin, donc à l'origine, dans le titre du talk, ça parlait de coroutine, mais finalement, j'en ai pas parlé parce que c'est tout un sujet encore. À l'Android Maker, on a eu une présentation de Danny Preusler, donc qui est Google Developer Expert, et qui nous a montré comment tester les coroutines et faire des mocks sur les coroutines. Elle était vraiment intéressante, sa présentation. Donc ça, c'est les liens vers les slides. Par contre, la vidéo n'est pas encore dispo. Et la deuxième chose que je voulais partager, c'était aussi une présentation de l'Android Maker de Arnaud Gulani, qui n'est ni plus ni moins que celui qui a développé Coin en partie. Donc on retrouve souvent son nom dans le frameworks et qui a fait aussi une présentation intéressante et qui présente aussi les différences entre Dagger et Coin et pourquoi il faut passer à Coin en gros. Forcément. Voilà. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la présentation sur Kotor qui était sympathique aussi. Voilà. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les rapports sont intégrés dans non. Il génère un fichier HTML et après, tu peux les ouvrir. Soit sur les graphiques page, ou soit sur... ça, c'est juste un fichier HTML. Ouais. Et pareil pour le slide d'après. Ça, oui, aussi. En fait, là, tu vois, c'est un lien à gauche. Ça, c'est des liens HTML, faire des fichiers, en gros. Tu peux les ouvrir et après, ça te pointe vers l'autre truc, quoi.
petite question. Est-ce qu'il y a des limites de Mockito avec quand on utilise Kotlin? Des limites dues à Kotlin? Oui. Non. Non, je ne suis pas tombé sur de cas qui me posaient problème, à part le when, comme je te disais tout à l'heure. Mais ça, c'est juste, on passe à côté très facilement. Et sinon, par ça, non, j'ai pas eu de soucis. Ok. Pour rebondir là-dessus, comment tu as géré le cas des classes qui ne sont pas open en Kotlin? Mockito, en fait, il permet de moquer que des classes qui sont mockables, donc qu'on peut étendre. Et Kotlin, par défaut, il ferme tout. Ça ne met pas de clé open. C'est au contraire, je crois qu'il... Non, il n'y a pas besoin, non? Pas besoin. Non. J'ai pas de problème de open, non. Ouais. Moi, je sais que j'avais été obligé de mettre une extension à l'époque quand on avait testé Kotlin All Open, je crois, et qui permettait de tout ouvrir pour que Mockito marche. Et ça a peut-être changé depuis. Je pense que ça a changé depuis. C'était il y a 6 mois, donc ça a peut-être changé depuis. Moi, j'ai fait ça il y a 3 mois, mais bon. Si ça a autant changé Pour depuis. moi, ça a pu changer. C'est bizarre, mais j'ai pas dû. Mais je crois qu'il y avait un truc à rajouter dans mes méta-inf pour qu'ils puissent étendre maintenant. Ça me dit rien. Mais peut-être que... Non, je pense pas, non. Ça a peut-être été résolu depuis, hein. Je sais pas depuis combien de temps tu as testé. Ouais, Ah bah voilà, peut-être que ça... a été corrigé en Si c'était il y a 6 mois tous les deux, peut-être alors. Pas d'autres questions? N'hésitez pas. Bon, bah, merci. Merci.